Bonsoir à tous. Il enlève la casquette de politique pour porter celle du politologue. Cours de géopolitique dans cette émission qui voyage dans plusieurs continents. En Afrique, le pouvoir kaki avance, la démocratie recule, l'insécurité porte des galons. En Europe, c'est la guerre. Aux États-Unis, Elon Musk, moi, Donald Trump. Décodage dans cette émission avec quelqu'un qu'on ne présente plus. Hamidou Anne est avec nous. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Papa Lune et merci beaucoup de m'avoir invité. Un plaisir, vous êtes essayiste, politique, politiste, politologue, etc. etc. La politique comme fausse ouverture, mais pourquoi cet engagement, Hamidou Anne? Pourquoi? C'est un devoir. Moi, je répondrai par la phrase de Mamadou Dia qui considère que quand on a des choses à apporter à son pays, la politique n'est pas un droit, mais c'est un devoir, il faut l'exercer. J'ai observé la politique d'assez près pendant plus d'une décennie, en écrivant, en lisant, en donnant des conférences, en écrivant des livres, dont Politisez-vous, que vous avez cité dans une émission précédente, où j'appelais les jeunes à l'engagement politique, à prendre en charge les questions existentielles de leur pays en matière de démocratie, de liberté publique, d'éducation, de culture et de santé. Donc je ne peux pas aujourd'hui, dans une période de fracture au niveau international, dans une période aussi de basculement divers et variés, je ne peux pas me dérober à l'appel du devoir, je ne peux pas ne pas m'engager en politique, je ne peux pas continuer à observer ce qui se passe dans mon pays, dans la sous-région et dans le monde, où toutes les lignes de fracture se dessinent, où tout bouge, où il y a un chamboulement extraordinaire, des confusions totales, des formes de métastase de toutes les idées les plus nauséeuses. Je ne peux pas rester en retrait. Et la politique, de ce point de vue-là, donc je reviens à Mamadou Dia, est un devoir que j'ai décidé d'exercer. Et qu'est-ce qui a changé depuis votre engagement? Votre vie? Ma vie change progressivement, je t'avoue. Moi qui n'aime pas trop parler au téléphone ni répondre à des messages, j'en reçois énormément. Et d'ailleurs, je profite de ton plateau pour présenter mes excuses à toutes les personnes qui m'ont appelé mais qui n'ont pas réussi à me joindre ou qui m'ont envoyé des messages. J'en ai vraiment des centaines. Je répondrai à tout le monde, promis. Donc, ma vie change parce qu'aujourd'hui, je suis dans une dimension partisane de la politique. Je participe à des réunions politiques, j'écris des textes et des communiqués partisans. Donc, de ce point de vue, la perception aussi des autres sur moi, parce que j'étais un peu un intellectuel qui surplombait l'activité et la pratique politique. Aujourd'hui, je suis un partisan, je fais partie d'un camp qui vient de perdre le pouvoir. À la perdre. Et à l'Alliance pour la République. Et d'ailleurs, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, tu vas rire, mais qui m'arrivent, c'est pourquoi tu viens quand tout le monde part? Hey. Je suis un homme de défi et que je n'ai pas l'habitude dans ma vie de faire comme tout le monde. Et je considère qu'il y a une dimension presque sacrificielle à venir s'engager pour son pays et qu'il y a aussi une forme de filiation, une forme aussi de proximité qui me lie au président Sall et à certains de mes amis qui sont à l'APR. Et ce qui préfigure et ce qui configure d'ailleurs mon engagement politique, l'engagement de ma vie, c'est la République. Donc, quoi de plus naturel que de faire alliance en vue de défendre et de préserver et de sauver aujourd'hui la République. Un politicien, un politique en costume cravate ou pantalon bouffant en caftan? Les deux. Il ne faut pas se priver. Je suis en costume cravate. Bon, je suis plus souvent quand même en jean, t-shirt et sac à dos. Du coup, je marchais parce que j'adore marcher. Je marchais très souvent dans la ville. J'écrivais des textes, mais il n'y avait pas ma photo. Donc, je marchais souvent en jean, sac à dos. J'allais prendre un café dans des lieux où j'ai mes habitudes. Et les gens, parfois, commentaient mes textes sans savoir que c'était moi. Donc, vraiment, plus jean, t-shirt et sac à dos. C'est important. Cours de géopolitique maintenant. On range un peu la politique intérieure. On parle un peu de la démocratie. Hamidou Anne, la démocratie est-elle à l'agonie? La démocratie est en danger réellement dans plusieurs espaces géographiques. Aujourd'hui, quand on a vu le discours de J.D. Vance, vice-président américain à Munich, où carrément il remet en cause les principes élémentaires de la démocratie depuis plus de 3 siècles. Où aujourd'hui, il y a, je le disais tout à l'heure, des lignes de fracture, il y a des changements, il y a le surgissement d'une forme de populisme qui fait qu'on remet en cause la démocratie et qu'on considère même que la démocratie est synonyme d'étouffement. Il y a un livre qui s'appelle Les faux rebelles, écrit par un intellectuel canadien qui disait qui montrait un paradoxe, c'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui à l'avant-garde sur les internets, dans les médias, des discours d'extrême droite et des discours populistes, considèrent qu'on ne peut plus rien dire et considèrent qu'on est dans une forme de censure alors que ce n'est absolument pas le cas. Quand on voit, donc je parlais de J.D. Vance, quand on voit aujourd'hui quand 74 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump et tout en sachant qu'il y a eu le 6 janvier 2021 où il y a eu pour la première fois, en tout cas depuis très longtemps aux États-Unis, une tentative de coup d'État,
on se rend compte qu'il y a un problème. Quand aujourd'hui l'autoritarisme de Vladimir Poutine s'exerce en dehors des frontières russes jusqu'à l'Europe et que l'Europe vit le spectre de la guerre qu'elle ne connaissait plus depuis 1945, il y a un problème. Quand on revient plus proche de nos frontières, au Mali, au Niger, en Guinée, au Burkina Faso, il y a des militaires qui ont pris le pouvoir de manière absolument antidémocratique, qui ont commis des putschs, qui ont commis des coups d'État, et donc qui aujourd'hui exercent le pouvoir sans une légitimité populaire ni démocratique. Et on considère qu'il y a une forme de normalisation de tout cela, qu'il y a un discours, disons, soi-disant populaire, discours anti-France, anti-démocratie, anti-franc CFA, anti-base militaire, et qu'on considère que les élites qui ont pris le pouvoir à partir du tournant des années 89 sont des élites qui ont déçu, sont des élites corrompues et qu'il faut les remplacer par d'autres élites, celles-ci militaires, mais dont l'exercice du pouvoir ne découle d'aucun mandat. Pour rappeler quand même quelque chose qui est inimaginable, le président Mohamed Bazoum, ça fait presque 2 ans qu'il est pris en otage par sa propre armée, qui a fait preuve de déloyauté, qui a fait preuve d'indignité pour prendre le pouvoir de manière démocratique et qui retient en otage le président Mohamed Bazoum et son épouse. Donc partout, la démocratie est remise en cause. Ce n'est pas une tendance africaine ni européenne, mais c'est une tendance mondiale qui appelle d'abord un regard clinique et froid et qui appelle aussi à une réflexion totalisante sur comment faire. Si on compare un peu la démocratie à un joueur de football, qui pâtit de son âge, le problème de la démocratie, c'est qu'il n'y a pas un régime qui, en concurrence, en parallèle avec la démocratie est là depuis la nuit des temps. Il n'y a pas un autre régime que l'homme inventerait pour remplacer la démocratie, qui serait un peu un joueur de football qui étouffe. Alors, elle est là depuis Athènes, certes, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a eu beaucoup de siècles de non-démocratie. Il y a eu, je vais citer pêle-mêle la royauté sous Louis XIV qui disait que la monarchie découlait du droit divin, donc il était là parce que Dieu l'avait choisi et que, etc. Il y a eu d'autres périodes, dans d'autres espaces géographiques, nous, plus proches de chez nous, des empires, des royaumes, dont quand même la légitimité n'était pas élective. Donc la démocratie, progressivement, ça a été installé. Bon, il sera très facile de revenir ici sur toutes ces étapes. Mais moi, j'aime beaucoup le tournant de 89, où il y a eu une reconfiguration du monde suite à la chute du mur de Berlin, au démantèlement de l'Empire soviétique et à ce que Fukuyama avait appelé de manière trompeuse la fin de l'histoire, et qu'on considérait désormais que la démocratie libérale s'est installée et qu'il n'y a plus d'alternative. Le monde a vécu un peu 30 années glorieuses sur ça et que, bon, vous vous souvenez de la phrase de la chanson des Scorpions avec les bijoux, avec les bougies, etc. Qu'aujourd'hui, il y a un vent de liberté, il y a un vent d'espoir. Les Allemands se sont réunifiés, les anciennes républiques vassalisées de l'Union soviétique ont acquis progressivement leur liberté et que l'Afrique, Souleymane Bachir Diagne, que tu as interviewé plusieurs fois, parle de Bandung comme un tournant important en 1955, où quasiment il n'y avait que 6 nations africaines. Et la démocratie, elle s'est installée donc après 89 de manière, disons, assez régulière partout. En Afrique, plus précisément, il y a eu le discours de la Baule, où François Mitterrand, bon, on va dire, a convié les chefs d'État africains pour un peu vanter les mérites de la démocratie. Donc nous avons vécu un peu 30 années glorieuses, un peu de démocratie, de croissance qui est revenue en Afrique, avec un basculement un peu des lignes de force au plan économique, au plan géostratégique, où l'Afrique redevenait progressivement une personnalité à part dans le champ des relations internationales. Mais la démocratie, tu sais, n'est pas un combat achevé, n'est pas un combat fini. C'est un combat de tous les jours. D'où l'importance d'une classe politique soucieuse de la démocratie, soucieuse de la préservation des libertés individuelles, soucieuse de la valorisation des droits des femmes, des droits des hommes et des droits un peu de tout le monde, pour qu'on sache que c'est un combat au quotidien et que c'est comme une fleur qu'il faut arroser au quotidien pour maintenir sa vitalité et sa verdure. Et le baromètre de la démocratie, c'est l'élection présidentielle, les élections législatives ou présidentielles. 2024 a été une année super électorale dans le monde. On compte une 60aine d'élections. Si la démocratie est à l'agonie, les élections servent à quoi? Moi, je fais toujours la distinction entre la démocratie procédurale et la démocratie substantielle. Ce n'est pas la même chose. La démocratie procédurale, pour commencer vite, c'est de dire qu'on organise des élections. Elles ne sont pas totalement parfaites. Il y a de la triche, il y a un peu de la corruption par-ci, par-là. Les médias d'État sont vassalisés par les pouvoirs en exercice et que l'opposition, souvent, elle n'a pas suffisamment d'espace pour s'exprimer. Beaucoup d'opposants sont un peu martyrisés, emprisonnés, etc. Et que finalement, la communauté internationale dit
Oui, oui, de toutes les façons, organiser des élections, ce n'est pas très grave. Une partie de la population nigérienne n'a pas pu voter parce que c'est des régions en proie au djihadisme, etc., mais que ce n'est pas très grave. Au Mali, ça s'est passé exactement pareil. Il y a eu des élections un peu en Europe de l'Est, je ne sais pas, quasiment de la même manière. Il y a aussi dans beaucoup de démocraties, et l'Amérique, malgré sa puissance, ne fait pas exception, des manipulations extérieures, notamment russes, oui, qui font que, mais bon, de toutes les façons, l'alpha et l'oméga pour beaucoup de la démocratie procédurale, c'est l'élection. Les gens votent le soir. Paul Kagame a gagné à 99%, mais bon, ce n'est pas très grave, il a été réélu. Moi, je préfère la démocratie substantielle. C'est-à-dire qu'un régime dans lequel on va jusqu'au bout en matière de perfection des libertés et de l'exercice de la compétition électorale. C'est-à-dire que les médias soient ouverts à tout le monde et que les médias privés, comme le tien et comme d'autres médias privés au Sénégal, puissent exercer leur liberté d'informer et de partager, en tout cas, de mettre en place, disons, des discussions les plus inclusives possibles, et que finalement aussi, que l'élection ne soit pas une forme, en fait, de légitimation d'un pouvoir déjà existant. Donc, c'est que la compétition soit ouverte, comme en matière un peu de libéralisme, hein, que la compétition soit ouverte et parfaite, et que tous les espaces dans une république soient des espaces solides et suffisamment autonomes pour jouer leur rôle, que les cours et tribunaux jouent leur rôle, que l'opposition ait suffisamment d'espace pour s'exprimer, que les médias aient suffisamment de liberté pour pouvoir jouer le rôle qui est le leur en matière de démocratie. La perfection n'existe pas, mais qu'on aille en tout cas le plus loin possible dans la mise en place des conditions d'une démocratie véritable et valable. Une démocratie consubstantielle ou une démocratie idyllique? C'est l'idéal, tout cela, d'avoir cette oasis-là démocratique. Jean Jaurès, qui est un peu un de mes maîtres à penser, disait qu'il faut aller vers l'idéal en passant par le réel. Et c'est aussi pour cette raison que je suis en politique. Je suis certes un idéaliste, mais je suis un idéaliste lucide. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'idylle, je ne crois pas à une forme d'âge d'or de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je considère, et je ne crois pas non plus à la personne, disons, de l'oracle qui sait tout, qui peut tout faire, etc. De ce point de vue-là, je suis assez mesuré, assez lucide. Mais revenant à la phrase de Jaurès, aller à l'idéal en passant par le réel, c'est se battre au quotidien, en tant que journaliste, en tant qu'acteur politique, en tant qu'intellectuel, chercheur, en tant que femme, leader, etc., pour qu'on ait une société la plus ouverte possible, pour qu'on ait les conditions matérielles aussi d'épanouissement des citoyennes et des citoyens dans une république et dans un état de droit. C'est le continent africain qui en pâtit le plus en termes de démocratie. On le dit, c'est quoi? C'est un système qui ne scie pas, qui n'est pas en corrélation avec nos réalités locales endogènes, où on a simplement fait du copier-coller sans prendre en compte nos existences ou nos réalités sociales. Qu'est-ce qu'on a avec la démocratie? Quel est le problème? Alors, il y a les deux. Effectivement, il y a une critique que certains émettent en matière de démocratie en disant qu'elle n'est pas faite pour nous, que l'Afrique n'est pas suffisamment prête pour la démocratie, que l'Afrique n'a jamais connu, etc., de période d'un âge d'or de la démocratie. Moi, je me méfie un peu de cette critique, de ces observations, et je dirais pourquoi. Parce que pour moi, vite, on peut tomber dans du culturalisme. C'est-à-dire que l'homme noir n'est pas suffisamment ancré ni mûr pour la démocratie, que la démocratie c'est fait pour les Européens ou les Américains, que l'homme noir ou l'homme africain devrait se suffire d'un système un peu de domination sans aucune légitimité élective ni électorale. Je me méfie un peu de cela parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que c'est un peu ces sujets-là, ces questions-là, ces débats-là qui peuvent permettre aujourd'hui à certains de justifier les putschs au Burkina Faso, les putschs au Mali, le putsch au Niger, le putsch en Guinée-Conakry, etc. Alors, donc je me méfie de cela. Mais je dois aussi dire, je dois la vérité de dire, effectivement, nous ne pouvons pas calquer des modèles qui viennent de l'extérieur sans pour autant les tropicaliser, sans pour autant les endogénéiser. Je donne un exemple en matière de justice pénale internationale. Il y a les cours pénaux internationaux, il y a les tribunaux spéciaux pour la Yougoslavie et pour d'autres pays. Mais au Rwanda, il y a eu une initiative extrêmement intéressante qu'on appelait les gachacha, c'est-à-dire des tribunaux populaires où en fait les bourreaux d'hier et les victimes d'hier se réunissent autour un peu d'un mécanisme traditionnel et local pour purger en tout cas ce que chacun avait dans le cœur et que finalement le pardon surgisse. C'est un peu la même chose avec l'expérience de la commission Vérité et Réconciliation co-présidée par Monseigneur Desmond Tutu après l'apartheid, où s'il n'y avait pas un sage comme Nelson Mandela, on serait peut-être tombé dans un système de vengeance et de revanche de la communauté noire, dominée, martyrisée, victimisée par des décennies d'apartheid. La commission a écouté tout le monde
Elle n'a pas rendu un jugement selon le modèle un peu des tribunaux occidentaux, mais on a essayé de réparer par notamment le concept très bachirien, décidément, repris en tout cas souvent par Bachir sur l'Ubuntu, et qu'on est passé par des anthropologies africaines, on est passé par des dynamiques internes et par ce qui surgissent de nos cosmogonies et de nos réalités et de nos cosmologies propres pour bâtir finalement une forme de vivre ensemble. Parce que l'important, c'est ça. Démocratie, liberté, état de droit, nation, finalement, ce sont des concepts qui peuvent paraître assez aériens, assez vaseux pour certains, mais l'important, de mon point de vue, c'est de bâtir les conditions matérielles du vivre ensemble. En tout cas, aujourd'hui, ceux qui incarnent la démocratie sont passés par le canal des coups d'État. Paradoxe ou pas? Paradoxe pour certains, oui, mais il ne faut pas non plus généraliser. Il y a eu, on a 54 pays en Afrique, il y en a aujourd'hui dans le Sahel. Afrique de l'Ouest, par exemple. On est 16 pays, 16 États de la CEDEAO. Il y a 4 quand même pays qui sont dirigés par des juntes militaires que personne n'a élus. C'est beaucoup, certes, c'est beaucoup. Surtout, ce qui m'a choqué, moi, c'est surtout la résurgence de ces coups d'État. On a eu un peu une période où l'Afrique de l'Ouest était la communauté la plus dynamique du continent. Les lignes de croissance, comme je le disais, bougeaient parce qu'on a eu pendant presque une décennie quasiment 4, 5, 6% de croissance tendancielle dans la sous-région. Et que finalement, même le Mali était vanté, chanté par la communauté internationale, les bailleurs de fonds qui ont vanté les mandats d'Alpha Oumar Konaré et de ATT et du premier mandat d'IBK. Mais il y a eu un reflux, il y a eu un ressac et que finalement, on a eu le surgissement de beaucoup de choses. Il y a des facteurs exogènes comme il y a des facteurs endogènes. Je vais commencer par les facteurs exogènes. Il y a eu, quand on voit aujourd'hui l'allié principal du Mali, du Niger et du Burkina Faso, il y a matière à s'interroger. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont décidé au nom de l'anti-impérialisme et du souverainisme de dire « Ok, France dégage, prenez vos militaires, prenez vos instituts, etc. partez », mais qui ont quand même ouvert leurs portes à un certain M. Sergueï qui vient un peu de l'Est du continent européen jusqu'à l'Oural. Donc, ça interroge et qu'on a importé, chose extrêmement préoccupante quand même, ça, je tenais à le dire, des miliciens sur le sol du continent pour régler des questions qui sont internes. La question du djihadisme, la question de l'irrédentisme touareg dans toute la boucle un peu du Sahel sont des questions internes et qu'on ne peut pas régler avec des mercenaires importés de l'étranger. Et qui dit mercenaire dit service fait puis rémunération. Et on les rémunère comment? On les rémunère sous les ressources naturelles draguées, en tout cas dans les pays. Ça, c'est les facteurs, le principal facteur exogène. Les facteurs endogènes sont plus nombreux et plus intéressant de mon point de vue parce qu'il y a une remise en cause auprès des jeunesses africaines de la démocratie. Et cette remise en cause-là de la démocratie part aussi d'une remise en question du modèle de gouvernance à l'aune de nos pays, mais aussi une remise en question de la relation avec un partenaire encombrant qui est là, qui s'appelle la France, qui part aussi par une remise en question du franc CFA. Donc il y a le franc CFA, il y a les bases militaires, il y a la France, il y a la démocratie, il y a l'homosexualité, il y a toutes ces questions-là qui sont liées et packagé avec un cachet dit France. Les choses sont absolument beaucoup plus complexes que cela et toutes les critiques émises ne sont pas justes, mais il y a des choses qu'il faut écouter dans le discours des jeunesses africaines. Nous sommes aujourd'hui à 70% des pays jeunes. L'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. Les jeunes font face à des préoccupations extrêmement importantes en matière d'emploi, d'éducation, de santé, de sport, d'entrepreneuriat, que malheureusement les régimes n'ont pas pu adresser de la manière la plus efficace possible. Et qu'il suffit qu'il y ait des entrepreneurs de la haine qui viennent et qui voient cette brèche et qui s'y engouffrent et qui peuvent finalement manipuler beaucoup de nos jeunes qui, sur la base des frustrations, peuvent aujourd'hui considérer qu'il faut remettre en cause le modèle démocratique et aller vers un modèle beaucoup plus autoritaire. Malheureusement, des années 5 ans, 4 ans après les coups d'État dans ces pays que je viens de citer, la vie des citoyens, des jeunesses maliennes, des jeunesses burkinabées, des jeunesses nigériennes n'a pas fondamentalement changé. Conséquence, ces coups d'État-là sont populaires. Ces coups d'État ont été très populaires, effectivement. Il y a une adhésion. Absolument. C'était assez effarant pour moi, démocrate jusqu'à l'ADN, républicain ombrageux et total, de voir des masses sortir, inonder les rues pour saluer des coups d'État. Pour applaudir. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie... Est-ce seulement de l'émotion? C'est pas seulement de l'émotion, non. C'est une analyse primaire. C'est une analyse primaire. Non, je pense qu'il faut aussi que les analystes respectent les jeunesses africaines, respectent les femmes, respectent les cadres, les intellectuels. On ne peut pas seulement sortir, envahir la rue par milliers ou par centaines de milliers, voire par millions, pour une question d'émotion. Il y a des préoccupations, comme je le disais tout à l'heure, concrètes en matière d'emploi, en matière de santé,
en matière d'éducation. Il y a aussi beaucoup de problèmes de malgouvernance dans ces pays où on a vu une partie de l'élite corrompue, une partie de l'élite qui ne répond pas forcément aux préoccupations des citoyens, notamment les plus élémentaires, et une partie de l'élite qui a gouverné avec une sorte de mépris et qui n'a pas pris en compte ce que le peuple dit. Vous savez, Pape, dans les villes, comme Bamako, qui est une ville que j'adore, que je connais assez bien, dans les villes comme Ouaga, comme Bobo Dioulasso, il y a quelque chose qui bourdonne. Il y a une âme dans cette ville. Quand tu circules à Ouaga, quand tu vois les motos, les jeunes sur les terrasses, braquinant en main, quand tu vas au marché, à Badalabougou, quand tu vas à Golf, etc., à l'hippodrome, au Bamako, il y a quelque chose qui bout. Et c'est dans ces lieux-là, qui sont des sortes de ce que disait Cornel West, des lieux autres, c'est dans ces lieux-là que le cœur du peuple bat. Et c'est dans ces lieux-là que les gens sont frustrés et les gens sont désespérés. Et quand ils sont désespérés, finalement, on s'accroche finalement à ce qu'on nous propose. Et ce qu'on leur a proposé, ce n'est pas une réforme totale, une refonte du système et du modèle démocratique. On leur a proposé finalement des militaires qui sont venus, qui sont du système, parce qu'il faut le dire quand même, comme le mot système est à la mode, qui sont venus prendre les armes. Et malheureusement, la démocratie n'est pas parfaite. Loin de là, il n'y a aucun système n'est parfait. Mais je considère que c'est le moins mauvais. Le problème avec le pouvoir kaki, c'est qu'il aime le fauteuil présidentiel plus que le civil. Il aime le fauteuil présidentiel. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que beaucoup quand même de justifications de ces coups d'État dans les pays que j'ai cités, c'était que nous subissons des défaites militaires graves. Nous sommes touchés dans notre orgueil et dans notre dignité parce que nous perdons face à des miliciens Touareg ou face à des djihadistes un peu en Jakarta, en pick-up, etc. et qui sont des gens pas entraînés, pas équipés, etc. Sauf que la réponse aurait été davantage de hardiesse au combat, davantage de volonté prométhéenne sur la ligne de front. Mais la réponse, malheureusement, pour ces pouvoirs kaki, en tout cas pour l'élite kaki, ça a été de prendre le pouvoir, de s'organiser une garde prétorienne, désormais, comme c'est le cas au Burkina ou au Mali, avec des miliciens étrangers, et finalement de jouir des largesses et des douceurs du pouvoir, en oubliant les promesses sankaristes d'hier. Et le pouvoir kaki, peut-être, sa stratégie, c'est de se caparaçonner sur le populisme qui marche quand on fait un putsch et devant une foule qui est non seulement émotive, mais qui attend quelque chose, qui attend des changements. C'est ça, c'est le canal par lequel il passe et ce canal-là peut résister. Absolument, et le populisme est un fléau de l'époque. Mais malheureusement, l'analyse, de mon point de vue, dans la sous-région n'est pas suffisamment fine parce qu'on veut faire du populisme une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Le populisme est un outil, c'est une méthode. On peut parler de nationalisme, de patriotisme, de national-populisme, etc. Mais le populisme est une méthode, d'ailleurs, qui peut être de gauche comme de droite. Qu'est-ce que le populisme? Le populisme, c'est une méthode qui dit qu'il faut ériger un rapport direct avec le peuple, qu'il faut céder aux injonctions du peuple, qu'il faut, et je cite, défendre les intérêts du peuple et qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il faut parler directement au peuple, d'où la racine du populisme, peuple. Premièrement. Deuxièmement, le populisme dit qu'il faut ignorer les corps intermédiaires. Dans l'ignorance des corps intermédiaires, on les fait sauter, on les déplace et on érige un face-à-face direct avec le peuple. C'est quoi les corps intermédiaires? C'est toutes les instances dans une démocratie ou dans un État qui régulent la vie et qui permettent la vie en société et le vivre ensemble. Ce sont les syndicats, ce sont les universités, ce sont les organisations féministes, ce sont les associations de consommateurs, ce sont les journalistes, les patrons de presse, etc. C'est ça, les corps intermédiaires. Deuxièmement, le troisième objet du populisme, c'est une forme de délégitimation des élites en considérant qu'elles sont corrompues, qu'elles ne défendent pas le peuple, je mets des guillemets, qu'elle est là que pour ses propres intérêts et qu'elle est à l'origine de 50 ans de pauvreté malgré l'indépendance et que c'est elle qui est liée, qui est dans une forme d'immixtion avec les pouvoirs de l'étranger, avec les intérêts étrangers pour vendre son peuple avec la fameuse métaphore du black, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'esclave, du nègre de maison. Voilà, le nègre de maison, etc. Donc, on délégitime les élites et on considère qu'il faut ériger une forme de frontière discursive et symbolique entre les élites, donc corrompues, délégitimées et dévalorisées, et le peuple qui souffre le martyre, qui est victime et dont on est censé défendre les intérêts. C'est ça un peu de manière assez ramassée, les trois méthodologies de l'outil populisme. Je disais qu'il peut être de gauche. Et là, je m'aligne, comme tu le sais, avec les travaux d'Antonio Gramsci, de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, qui considèrent que le populisme de gauche, c'est quoi?
c'est de prendre en compte toute la dimension que Karl Marx n'avait pas prise dans son travail parce que naturellement, c'était pas de son époque. Prendre en compte les dimensions aujourd'hui féministes, écologiques, les luttes décoloniales, beaucoup de luttes aujourd'hui qui sont disparates et ériger ce qu'on appelle une chaîne d'équivalence entre toutes ces luttes-là au nom d'un populisme progressiste. Deuxième élément du discours de Chantal Mouffe et de Nelson Laclau, qui sont un peu les tenanciers avec Poulanzas, avec Negri, du post-marxisme et de mon ami Gaël Brustier, c'est de dire que après avoir érigé une chaîne d'équivalence, qu'est-ce qu'on fait désormais? On rend la démocratie agonistique, c'est-à-dire que l'antagonisme doit être assumé totalement et que la démocratie, ce n'est pas une forme de consensus comme nous aimons bien ici, le dialogue politique, Rero Amoul, Nyaka Wartana Am, etc. et qu'on érige finalement une relation agonistique. C'est-à-dire? Agonistique, c'est en fait, c'est de dire en fait un rapport où on n'est pas d'accord, mais on assume totalement les divergences. Et que la politique, selon Chantal Mouffe et Laclau, c'est une relation de conflictualité. Et d'ailleurs, c'est un peu la critique que j'avais formulée à l'époque contre le travail d'Abdourahmane Diouf qui parlait de démocratie et de concordance, que je considérais qu'il ne peut pas y avoir une concordance totale en matière de démocratie et que le champ des idées politiques, le champ de la discussion politique ne peut être qu'un champ d'agonisme, c'est-à-dire un champ où les antagonismes sont assumés. Pourquoi il ne peut pas y avoir de concordance? Parce que la politique, ce sont des idées divergentes, Pape. La politique, c'est le règne du désaccord, de la disharmonie. C'est que si on est tous d'accord, ce n'est pas la peine de faire de la politique. On va tous gouverner ou on est tous dans l'opposition, donc il faut trouver quelqu'un pour nous gouverner. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des alternances. Et d'ailleurs, Pape, le danger du mythe du dialogue, du mythe du consensus, et ce que Chantal Mouffe appelle l'illusion du consensus dans un de ses livres références, c'est que dès que les républicains de gauche comme de droite et du centre sont d'accord, on laisse la place aux extrêmes, notamment aux populistes qui émergent. Quand en France, Emmanuel Macron a explosé la gauche, a explosé la droite, et a gouverné avec ce qu'on appelle l'extrême centre, avec des gens de gauche et des gens de droite, on a vu l'émergence, la puissance acquise par le parti populiste de droite autoritaire, le Rassemblement national. Quand aux États-Unis, les démocrates et les républicains, malgré les alternances, ont sensiblement mené la même politique, on a vu quelqu'un qui est totalement hors de contrôle, d'une imprévisibilité et d'une incertitude exceptionnelle, venir prendre le pouvoir alors que personne ne s'y attendait. Donc c'est pour ça que pour moi, la politique, la République, l'État, la démocratie ne peuvent être que le règne du disharmonie. Donc je poursuis sur le populisme, je parle du populisme de gauche. Le populisme de droite, c'est un peu les mêmes idées sur la méthode populiste, sur le fait de flirter un peu les égos du peuple, la délégitimation des élites, sauf qu'il y a une dimension autoritaire dans le populisme de droite qui est différente du populisme de gauche, qui est lui beaucoup plus progressiste, etc. Dans le populisme de droite, outre tout ce que j'ai dit, il y a la valorisation et le fait même de fouetter l'ego des nationaux, l'ego de la nation en tant que concept. Mais ce qui est dangereux dans le populisme de droite, c'est que la nation n'est pas conçue comme une conception civico-politique dans la démocratie, mais elle est considérée comme une conception ethnique de la politique. C'est pour ça que tu entends en France dire oui, la France blanche, éternelle, on demande qu'est-ce qu'en français actuellement, etc. C'est quoi en français? C'est un débat. C'est un débat. Aujourd'hui, nous avons eu Christian... Oui, voilà. Donc, en fait, le populisme de droite autoritaire considère la nation comme une conception ethnique. C'est ce qu'on voit en Allemagne avec l'AfD qui est un peu revenu à des idées néo-nazis de la race aryenne. C'est ce qui se passe en Italie avec Giorgia Meloni. C'est ce qui se passe aussi avec des pans entiers du parti républicain, désormais trumpisés par le mouvement Make America Great Again, qui considèrent que l'Amérique ne peut être que blanche. Que les Noirs, les Latinos, les Indiens sont à la limite des emprunts, mais qu'ils ne sont pas du corps de la nation. Et ceci, l'Afrique peut apporter une réponse. Laquelle? L'Afrique peut apporter une réponse pour dire que nous, à l'indépendance, nous avons eu Jean Collin. Le monsieur s'appelait Jean Collin. Il était ministre de l'Information, ministre de l'Intérieur, secrétaire général de la présidence de la République. André Pétavin, dont tout le monde entend parler, qui est mort à 38 ans, qui est enterré ici, au cimetière de Anne, a été ministre de l'Économie et des Finances. Les deux ont renoncé à leur nationalité française à l'indépendance pour garder la nationalité sénégalaise. Nous avons eu Christian Valentin. Nous avions eu en 1962 un député qui s'appelait Théophile James. Le Sénégal, l'Afrique, le Sénégal surtout, peut être une réponse à aujourd'hui toutes ces problématiques sur l'identité, sur la nation, sur la race, peut être une réponse au monde. Parce que c'est dans notre pays qu'un chrétien, donc sérère, donc doublement minoritaire, a dirigé le pays
pendant 20 ans. C'est dans notre pays qu'on avait en 62 un député qui s'appelait Théophile James. C'est dans notre pays que, lors du Festival mondial des arts nègres, Senghor a fait venir le couple Jacqueline et Lucien Lemoine et qui sont restés et qui sont morts sénégalais. C'est dans ce pays qu'en 2010, après le terrible tremblement de terre à Haïti, qu'Abdoulaye Wade a fait venir des étudiants haïtiens dont certains ont pris femme et ont des enfants ici. Et Haïti, c'est symbolique pour la conscience noire, voire nègre, comme disait Senghor. Qu'est-ce que Césaire disait? C'est à Haïti que la République, la négritude s'est mise debout pour la première fois pour assumer son humanité. C'est quoi Haïti? C'est la première révolution d'esclaves qui ont fondé la première République noire. Donc le Sénégal, de mon point de vue, peut être une réponse à tous ces débats. Les souverainistes ne seraient pas d'accord avec toute cette thèse-là. Les souverainistes, pour moi, posent un mauvais débat, un bon débat, mais apportent de mauvaises réponses. Parce que déjà, de manière très, très légale, là, vraiment, je parle de droit public, le Sénégal est souverain depuis le 4 avril 1960. Donc la souveraineté nationale, pour moi, la souveraineté internationale, l'intangibilité de nos frontières, nous avons un État. Donc nous avons, c'est quoi l'État? C'est un territoire. Nous avons un territoire sur 200 000 km². Nous avons un peuple, donc le peuple du Sénégal métissé à l'intérieur de nos frontières, et nous avons un système de gouvernement qui n'a jamais eu de discontinuité depuis 1960. Pour moi, la souveraineté, la première, c'est la souveraineté populaire. Et d'ailleurs, pour en revenir aux gens du Sahel, qui parlent beaucoup de souveraineté et de souverainisme, la première souveraineté, c'est la souveraineté populaire. C'est la souveraineté du peuple à se choisir lui-même ses propres dirigeants. Donc, quand on est dans une forme de négation perpétuelle de la souveraineté du peuple, qui n'a pas le droit de voter, dont certains intellectuels, activistes, démocrates, militants des droits de l'homme sont emprisonnés dès qu'ils ont un avis différent de l'avis de la junte, on est quand même mal placé pour parler de souveraineté, voire de souverainisme. Et pas, moi, je suis un internationaliste, pour ne pas dire un universaliste. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je considère que de manière très schématique, que toute personne, où qu'elle soit, si elle se sent sénégalaise, elle a le droit d'avoir la nationalité sénégalaise. Le Sénégal doit être une terre ouverte à tous les apports fécondants du monde. Le Sénégal est aujourd'hui un pays qui a envoyé ses fils partout. Tu sais, moi, je rappelais récemment à un ami qui ne connaissait pas l'histoire de Jean-Baptiste Bellé. Jean-Baptiste Bellé, c'est un noir qui est né à Gorée, qui est passé par Saint-Domingue, donc via l'esclavage, et qui est devenu le premier député noir en France dans la Convention durant la Révolution française. Et c'est grâce à Jean-Baptiste Bellé, notamment, que la Convention a voté l'abolition de l'esclavage. Donc le Sénégal est un pays ouvert à tous les apports fécondants du monde. Deuxièmement, qu'est-ce que j'entends par cette ouverture, cet universalisme, etc. L'universalisme, pour moi, c'est au-delà de dire qu'un Sénégalais, où qu'il soit, un citoyen, où qu'il soit, qui se sent sénégalais et sénégalais, pour moi, un Sénégalais aussi, qui se sent aujourd'hui béninois, congolais, vietnamien, etc., a le droit de circuler, d'aller partout, et c'est ma conception de l'universel. Cet universel, et là je me réfère totalement aux théories de notre ami commun, Souleymane Bachir Diagne, qui nie totalement cet universel européen du surplomb qui veut imposer sa culture à tout le monde. Moi, je veux, fidèle à Immanuel Wallerstein, un universalisme vraiment universel. Un universel de la rencontre où, dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, chacun apporte ce qu'il a. Et que nous tous, nous faisons pot commun, nous faisons allégeance commune à l'universel, sans nier totalement nos différences, parce que je reviens à Césaire, la meilleure manière de se perdre, c'est de se fermer totalement sur soi-même ou de s'ouvrir entièrement et totalement à l'autre. Donc ce jeu d'aller-retour, cette nuance entre l'autre et nous, cette nuance un peu entre ce qui nous fait vibrer, nous, en tant que Sénégalais, mais aussi la béatitude qu'on peut avoir devant un tableau de Picasso, c'est ça l'universel. C'est l'avenir du monde, le métissage. Il faut faire ce discours-là entre la RDC, l'M23 ou le Rwanda. Actuellement, il y a un vent de rébellion en RDC avec le M23 qui a pris Goma, Nord Kivu, qui voudrait avancer. Il y a un différend qui surgit, qui vient peut-être de ce génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Je crois comprendre un peu ces tensions entre ces deux parties qui mènent une guerre froide à l'intérieur de la RDC. C'est absolument affreux, cette situation en République démocratique du Congo. Et ce qui est terrible, Pape, dans ce pays, c'est que c'est un gâchis. Ouais. C'est un pays qui est le poumon de l'Afrique. C'est un peu la gâchette de l'Afrique. La RDC, à elle seule, pouvait fournir l'électricité avec les barrages d'Inga sur le fleuve, etc., à toute l'Afrique.
Mais aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, alors que c'est une terre extraordinaire en termes de surface, 100 millions de population, les cours d'eau, les espèces, les forêts, les espèces qui peuplent les forêts de la RDC. Mais malheureusement, c'est un pays, et d'où le sens du leadership, qui n'a pas eu le leadership qu'il lui fallait à des moments cruciaux de son importance. Le Congo, la RDC, c'est un drame absolu depuis la présence des Belges jusqu'à présent. Et malheureusement, je ne vois pas de piste de solution. Pour concrètement ce qui se passe dans la situation, il y a effectivement des reflux du génocide de Tutsis de 1994, avec les anciens supposés ou désignés génocidaires qui se sont retrouvés dans la frontière congolaise, et le Rwanda qui a aussi des visées hégémoniques. Oui. Le Rwanda a des visées hégémoniques. Vous savez que le Rwanda commercialise à l'international des ressources qui sont trouvées au Congo. Donc, minerais. Les minerais. Et ceci ne dédouane pas non plus ce qu'on appelle, moi je suis très précautionneux avec ce mot, la communauté internationale, parce que sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Mais ces gens-là qui achètent les minerais ne sont pas des Rwandais, ni des Congolais, ni des Sénégalais. Ce sont des Européens, des Américains qui savent concrètement d'où viennent ces minerais-là et qui les achètent. Donc finalement, l'intérêt de beaucoup de groupes organisés ou désorganisés ou disparates, c'est que la situation de confusion et de drame continue, notamment dans l'Est de la RDC, pour que chacun vienne se servir. Le drame, c'est ça. C'est le Congo un potentiel extraordinaire, mais où chacun, des armées étrangères, des puissances étrangères, des voisins viennent se servir et que chacun y envoie finalement ses troupes. On dirait une mosaïque, sans faire vraiment de jeu de mots douteux, un kaléidoscope d'armées et de forces qui se retrouvent sur le territoire d'un pays quand même qui est censé être souverain. Mais c'est un drame absolu. Mais on craint même l'embrasement en Afrique centrale. On crée l'embrasement en Afrique centrale. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de discussion parce que le président Tshisekedi ainsi que le président Kagame n'arrivent pas encore à s'asseoir autour d'une table et à poser les bases d'une discussion parce que, bon, pour l'instant, le Rwanda tient la corde et que malgré les appels de la communauté internationale, cette soi-disant communauté au cessez-le-feu, à l'arrêt des combats, etc., bon, qui sont un peu des formules à l'emporte-pièce qui sont répétées partout, les troupes du M23 continuent. Elles ont pris Goma, elles ont pris Bukavu, elles continuent. Et ce que je vois arriver, si rien n'a fait, est préoccupant parce que le Congo nous a quand même habitués à des marches un peu de soldats qui finalement s'acheminent et se finissent dans les palais des présidents. On change de continent. L'Europe est en guerre, entre guillemets, l'Ukraine et la Russie. Et c'est Trump qui arbitre. Retour à la guerre mondiale ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange ce qui se passe actuellement. Et les Européens ont peur et sont préoccupés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Tout le monde pensait que ce serait une affaire d'une semaine ou dizaine de jours. Finalement, la résistance ukrainienne, selon l'expression consacrée, soutenue aussi forcément par les pays de l'OTAN, notamment la France, l'Allemagne, après avoir un peu hésité, après avoir fait un peu preuve de pusillanimie, et l'Amérique du président Biden, la résistance ukrainienne tient, et elle tient même plus que ce qu'on pensait. Les Russes, finalement, ont montré qu'ils étaient vulnérables. Les Russes se sont découverts. Et l'offensive, l'armada russe n'a pas pu, qui est quand même un pays immense, avec 12 fuseaux horaires, le pays nucléaire, etc., qui dispose de la bombe atomique, n'a pas pu finir les Ukrainiens, disons, pour parler trivialement, avant le dessert. Oui. Mais la guerre dure, la Russie s'enlise, mais les Européens n'ont pas joué franc jeu avec les Ukrainiens dès le début parce que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, Pape. On ne peut pas vaincre un pays qui est puissance nucléaire. On ne peut pas vaincre un pays qui a 12 fuseaux horaires. On ne peut pas vaincre un pays qui a toute cette histoire et qui a des relais partout dans le Caucase, en Tchétchénie, avec les Pharaons, Islam Kadyrov, avec toutes ces républiques un peu satellites, et un pays qui a aussi pris la Crimée, qui a pris une partie du Donbass. L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Malheureusement, le jeu des Européens, et notamment avec certains activistes un peu, voilà. Bon, bref, on est allé un peu dans une forme un peu d'idéalisme de la résistance ukrainienne, etc. Elle ne pouvait pas gagner la guerre. Maintenant, Trump vient et il y a un changement d'alliance inattendu. Trump arrive et contrairement à Biden, on voit qu'il négocie avec Vladimir Poutine, mais cette fois-ci sans les Ukrainiens. Sans les Ukrainiens, et il traite d'ailleurs le président ukrainien de dictateur non élu. Enfin, c'est lui qui a créé la guerre, il le dit. Il dit qu'il crée la guerre. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il accuse les Européens d'aller vers une voie d'impasse. Là, il n'a pas totalement tort. Mais en tous les cas, il y a un renversement d'alliance et on vit le continuum
de l'alliance Trump-Poutine de 2016-2020 ont vu un peu le continuum finalement de cette alliance-là après la pause Biden 2024-2028. Vladimir Poutine sera et restera un allié de Donald Trump qui, lui, ne s'embarrasse pas de droits de l'homme ou d'une forme de diplomatie de l'idéal ou d'une forme de diplomatie centrée sur la paix, la recherche de la paix, de la sécurité. Et cette idée, depuis la doctrine Truman de l'Amérique comme gendarme du monde, qui régit la vie du monde, qui est un peu le parapluie de l'Union européenne, pour Donald Trump, c'est terminé. Il est dans une diplomatie transactionnelle. C'est-à-dire combien tu disposes, combien tu es prêt à payer, puis finalement, on fait la paix. C'est ce qu'il a fait avec les Israéliens et les Gazaouis, mais ça, on y reviendra. C'est ce qu'il fait avec les Ukrainiens. Il considère qu'il doit faire du business avec Vladimir Poutine et que les Européens, maintenant, pour être protégés, doivent payer. Parce qu'est-ce qui se passe depuis 1945 ? Il se passe depuis 1945 que la sécurité des Européens, malgré qu'ils soient des puissances, est garantie par les Américains. Trump vient et dit, OK, on va hausser les droits de douane de 25%, mais mieux. Maintenant, si vous voulez continuer à avoir notre défense, le parapluie nucléaire américain, qui est positionné d'ailleurs dans certains pays comme l'Italie, l'Ukraine, etc., il faut payer, il faut hausser vos dépenses militaires qui vont passer de 2,5 à 5% de votre budget. Et devine où est-ce qu'ils achètent les armes? Chez les Américains, en dehors de la France. Donc même l'Allemagne, puissance européenne ultime, première économie européenne, n'a pas d'armée, par exemple, et qu'elle bénéficie du parapluie américain. Donc il y a une reconfiguration. L'Europe de la défense, dont on parle depuis 50 ans, n'a jamais été réalisée. Aujourd'hui, les Européens ont peur, ils s'inquiètent, ils s'agissent partout, et ils voient aujourd'hui qu'il y a un renversement d'alliance et qu'ils risquent d'être les dindons de la farce dans cette nouvelle reconfiguration d'alliance entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Est-ce qu'on peut dire que c'est le monde de Trump? C'est Trump qui gouverne le monde. Oui, l'Amérique dirige le monde. L'Amérique a toujours eu une vocation de diriger le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les gendarmes du monde. Mais Trump... Mais pas aussi intense que celle de Trump. La vision de Trump. Non, la vision de Trump... Il dit, il fait. La vision de Trump, c'est déjà, il dit, il fait, mais aussi il a une vision unilatéraliste des choses. C'est pas un intellectuel, c'est pas un diplomate, etc. Vous avez vu avec l'USAID, il est venu... L'USAID, en une semaine, est passé de 10 000 fonctionnaires à 300. Il a tout coupé en disant que bon, vous ne travaillez pas pour les intérêts de l'Amérique. Donc, il est un peu dans une dimension unilatéraliste de la chose. Tu payes et on fait. Et il est venu ici avec une vision quand même assez... avec une manière de faire, mais ça c'est Trump, très loufoque, très extravagante. On va annexer le Groenland. Le Canada, ça ne vous dirait pas d'être le 51e État américain. Enfin, les alliances historiques entre les États-Unis et l'Europe, lui, ce n'est pas du tout son problème. Il est donc dans une reconfiguration des alliances. Et vous avez remarqué, l'Afrique, pour lui, n'existe pas. Fidèle à cette diplomatie transactionnelle, il n'a pas prononcé le mot Afrique dans sa campagne électorale pendant 1 an. L'Afrique, c'est le cadet de ses soucis parce que nous ne sommes pas pleinement intégrés dans les circuits commerciaux et économiques internationaux. Et un autre conflit à Gaza, il y a aussi Trump qui voulait ou qui voudrait peut-être... effet d'annonce, etc., transformer Gaza en Côte d'Azur. Là aussi, il y a toujours la main des États-Unis sur ce conflit-là entre Israël et la Palestine. C'est un conflit absolument dramatique. Il s'est passé à Gaza des choses insupportables, des choses absolument horribles et qui n'ont pas commencé le 7 octobre. Le 7 octobre est une horreur absolue. Faut le dire. Il faut le dire clairement. Moi, je ne suis pas d'accord avec une partie de la gauche, de mon camp politique, qui considère que c'était bien fait pour les Israéliens. On ne tue pas des femmes et des enfants impunément. Donc c'était un attentat terroriste perpétré par le Hamas, qui est un groupe violent et fondamentaliste, il faut le dire. Mais la chose qui s'est passée 7 octobre ne dédouane pas de toutes ces décennies de violations systématiques des droits de l'homme par Israël, qui refuse d'appliquer des résolutions des Nations Unies depuis 1946, notamment la 242 et la 336, où l'ONU demande à Israël de quitter les territoires occupés. Gaza est un territoire occupé. La Cisjordanie est un territoire occupé. La Palestine est un territoire occupé par des forces. Et ça c'est la terminologie du droit international, par une puissance occupante. Mais Pape, c'est quoi Gaza? Gaza, c'est 350 km². C'est tout petit. C'est 2 400 000 personnes qui y vivent, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les jeunes qui sont nés à Gaza n'ont pas vu d'avion de leur vie. Les seuls avions qu'ils ont vus, c'est ceux qui les bombardent. 80% des Gazaouis dépendent de l'aide alimentaire. Il n'y a pas d'eau potable à Gaza. C'est une enclave, en fait, c'est un bunker dont on ne peut pas sortir parce que les Israéliens, effectivement, encerclent. Et pour sortir de Gaza, d'ailleurs, c'est tout un problème. Il y a des Gazaouis qui ne sont jamais sortis de Gaza, qui n'ont jamais vu autre chose de leur vie. C'est un drame
absolue. Malgré le retrait de 2005 d'Ariel Sharon, qui a fait quitter donc les troupes israéliennes de la bande de Gaza, le Gaza reste un territoire occupé, encerclé par des forces d'occupation. Des forces d'occupation. Il s'est passé le 7 octobre, puis la riposte, la vengeance israélienne qui a fait 45 000 morts, dont 80% de femmes et d'enfants. Selon l'ONU, Gutiérrez, la vie est impossible à Gaza. Il y a une centaine de tes confrères journalistes qui sont morts à Gaza sous les balles israéliennes. Et il faut se dire que Gaza, la frontière sud, c'est l'Égypte, donc qui est fermée. À droite, c'est l'océan. Le reste, c'est Israël. Donc les Gazaouis ne peuvent pas sortir de chez eux. Et il y a eu des choses qui ressemblent à peu près à des prémices d'un génocide. Jusqu'à tel point que la communauté internationale, notamment la Cour pénale internationale, a lancé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et contre Yoav Gallant. Mais ce qui est plus dangereux, Pape, au-delà de la guerre, parce que le plus dangereux, au fond, c'est la guerre, elle est dramatique, mais c'est les mots. C'est la déshumanisation, c'est l'invisibilisation, c'est la volonté d'enlever toute dignité aux Gazaouis. Au Parlement israélien, dont je suis parfois les travaux, les débats, on dit qu'il faut effacer Gaza, qu'il faut envoyer une bombe atomique sur Gaza. Les termes génocidaires. Et Trump vient, tout de suite, il y a un cessez-le-feu, ce qui est absolument à saluer, mais négocié de manière quadripartite entre l'aile politique du Gaza qui se trouve au Qatar, bon, parce qu'une partie de l'aile politique a été quand même décapitée, l'aile politique donc, de Hamas qui est au Qatar, Israël, les Américains, Trump et Biden, parce qu'on était dans un changement de régime. Il a le cessez-le-feu. Maintenant, bon, certes, il libère des prisonniers palestiniens. En retour, les militants du Hamas libèrent des otages. Et Trump vient avec une proposition totalement loufoque. Il faut que les Gazaouis partent. On ne sait pas s'ils vont revenir. Et effectivement, il veut transformer ça en Côte d'Azur. C'est un crime contre l'humanité, Pape. Parce que l'effacement d'une population contre son gré, l'évacuation d'une population contre son gré est un crime imprescriptible parce que c'est marqué dans le droit international public comme un crime contre l'humanité. Il se trouve aujourd'hui qu'effectivement, cette chose ne se fera pas parce que les Palestiniens ne l'accepteront pas. Parce qu'il faut savoir que 80% des Gazaouis sont des réfugiés. Oui. Ils viennent de la Cisjordanie après le partage de 1946. Donc, c'est des réfugiés. Et ils savent que s'ils sortent, ils ne reviendront plus jamais. Donc, ils ne vont pas partir. La solution, elle est connue. C'est deux États qui vivent côte à côte dans des frontières sûres et internationalement reconnues. Et moi, je veux que le Sénégal sponsorise l'accord de paix. Comment je vais te dire. Il y a eu les accords d'Oslo qui étaient un pas extraordinaire parce que les États se sont reconnus. En tout cas, les entités. Il y a eu beaucoup d'accords. Il y a eu les accords de Camp David 1, Camp David 2, il y a eu la Ligue arabe, il y a eu le plan de paix des prisonniers avec Marwan Barghouti, etc., qu'on surnomme d'ailleurs le Mandela palestinien. Tout a échoué. Peut-être que la solution viendrait d'un petit pays d'Afrique de l'Ouest qui dirige depuis 1974 le Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Un petit pays qui a été reconnu dès 1960 par Israël. Israël fait partie des 10 premiers pays à avoir reconnu le Sénégal. Et c'est un pays qui a donné un passeport diplomatique à Yasser Arafat et à beaucoup de dirigeants de l'OLP sous Senghor, un pays qui accueille la tombe de Saïd Abbassi qui a été ambassadeur ici pendant 30 ans, mais en même temps, un pays qui a vu Waldo Ndiaye en Israël, qui a vu récemment Maître Sidi Kaba en Israël et qui accueille une ambassade israélienne. Donc un pays respecté par Israël, respecté par la Palestine qui sont des frères, avec lesquels on est lié par le sang et par l'histoire, mais un pays respecté aussi par les parties prenantes au conflit, en l'occurrence les Saoudiens, les Marocains, les Américains et les Français. Donc la solution, c'est peut-être il faut activer alors un puissant levier diplomatique. Napoléon disait de l'audace. Il ne faut pas se suffire de la petite politique intérieure, des petites querelles microcollines. Un Sénégalais s'empêche. Mais un Sénégalais propulse aussi un imaginaire de transformation. Un Sénégalais, c'est quelqu'un qui propulse l'image et la grandeur de notre pays à l'étranger. Nous sommes une signature crédible. Ces débats internes sont témoins de la grandeur de notre pays. Le Sénégal est un très grand pays. Donc aujourd'hui, de l'audace pour aller sur ces sujets-là, sur Israël-Palestine, sur la dette. Aujourd'hui, où un travail remarquable est en train d'être fait par des chefs d'État à Cape Town, dont Macky Sall, sur la réforme de la dette africaine. Parce qu'avec cette dette, avec cette structure,
ses intérêts et ses primes d'assurance, l'Afrique ne peut pas se développer, ne peut pas sortir du sous-développement dans lequel elle se trouve. En tout cas, merci beaucoup pour cette audace. Merci à toi. D'être politique et politologue. Je te remercie pour l'invitation. Je te souhaite bonne chance pour cette belle aventure. Pour cette belle aventure. Je ne l'ai pas fait exprès d'ailleurs. Et au plaisir toujours de discuter avec toi de beaucoup de choses. Plaisir de discuter avec lui. Le temps est notre principal ennemi. En tout cas, merci beaucoup Hamidou Anne. Cours de géopolitique extraordinaire, exceptionnel. J'ai dit comme à l'amphi. Très sage, en croisant les bras. Merci beaucoup à l'équipe de Dakar Podcast qui nous a permis de réaliser cette émission. C'était Belle Podcast. L'émission 6 avec Hamidou Anne. Partagez, likez, commentez. C'est ici, c'est l'art du débat. Bonne suite.